Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le monde est un village planétaire, on va être très sérieux, cette phrase n'a jamais eu autant de sens que maintenant. Aujourd'hui, si tu n'es pas capable de trouver un lien pour un match de football, c'est de ta faute. C'est de ta faute, on ne peut pas t'aider, c'est toi le tocard. Tu t'es pas géré, franchement, entre vous et moi. Aujourd'hui, tu as la possibilité sans aucun problème de pouvoir te géolocaliser partout dans le monde et d'avoir l'opportunité de regarder les matchs de football qui te plaisent. Il te faut juste un outil. Cet outil, c'est lequel? Toi-même, tu le sais déjà. NordVPN. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à vos données verra des informations chiffrées et illisibles. Naviguez en toute sécurité et en toute confidentialité avec NordVPN. Avec le code Outsider, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code Outsider ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Le Japon perd aujourd'hui 2-1 face au Brésil et donc du coup le Brésil se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Franchement, je vais pas vous mentir, ça a été quand même un match super intéressant. Pourquoi? Parce que les Japonais, ils sont venus sans complexe. Ils sont venus sans complexe. Les samouraïs bleus, c'est une équipe du Japon qui, si tu regardes bien, ça fait des années et des années qu'ils sont en train de travailler. Localement au Japon, ça travaille très très dur pour essayer d'amener le football japonais à un autre niveau. Les Asiatiques, eux aussi, de leur côté, je pense qu'ils ont envie à un moment donné de remporter une Coupe du Monde, que ce soit les Coréens, les Japonais, voilà, même les gars des Middle East et puis tout cela, c'est sûr et certain que ils ont cette ambition-là à un moment donné de faire évoluer leur football. On le voit avec l'Arabie Saoudite, avec la manière à laquelle leur championnat il a évolué et la manière à laquelle aussi leur football ces dernières années quand même il a évolué parce que de temps en temps ils sont capables de nous surprendre comme ils l'ont fait à la dernière Coupe du Monde. Donc du coup, ces Japonais-là arrivent sans complexe aujourd'hui face au grand Brésil, face au très grand Brésil, face au très très grand Brésil. Et franchement, ça leur a pris combien de temps les Japonais? Ça leur a pris 30 minutes de jeu pour claquer un but. Ils marquent un but à un moment qui est important, à un très bon moment du match. C'est un très bon moment du match. Sincèrement, c'est le genre de moment où tu te dis, tu reviens de la pause fraîcheur, les Brésiliens, ça fait plusieurs minutes, ça fait presque une demi-heure qu'ils sont en train de jouer au football, qu'ils ne réussissent pas à trouver leur football. T'as un milieu de terrain brésilien qui a l'air trop condensé. T'as une équipe du Brésil qui perd énormément de ballons. T'as aussi, d'un autre côté, un très bon contre-pressing de la part des Japonais, un bloc japonais qui est ultra dense si tu regardes bien, il y a peu d'espace entre les lignes du Japon, entre la ligne de la défense, la ligne du milieu de terrain et les attaquants, tu sens que les gars ils sont tous recroquevillés, franchement s'ils étaient en mode 300, donc tu sens que c'est compliqué pour les Brésiliens, l'heure de jeu arrive, t'as cette perte de balle là, t'as cette course de Sano là qui rentre bien, tu vois la course des attaquants devant lui, franchement c'est parfait. En fait les Japonais, c'est un truc qu'on peut pas leur enlever, ça déjà on peut dire c'est un stéréotype ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est pas un mythe, ça c'est sûr, ils sont disciplinés. Franchement c'est un peuple, oh ils sont disciplinés, même sur le terrain ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés, ils sont très disciplinés. Les 3 attaquants japonais, dès qu'ils ont récupéré le ballon, ils ont fait piou, piou, piou. Chacun est parti. Immédiatement ils ont amené les Brésiliens, piou, piou, piou. Et donc du coup le frérot Sano, il a l'opportunité de s'engouffrer, la frappe elle est parfaite. Alisson est un très grand gardien de but. Alisson est un excellent gardien de but, mais sur cette frappe-là, il est complètement battu en fait parce que je pense qu'il l'anticipe. Il se demande qu'est-ce que le boy il va faire. Va-t-il faire une passe ou quoi que ce soit? Est-ce que je dois anticiper à gauche? Est-ce que je dois anticiper à droite? Finalement, ça va pas dans son sens. La frappe elle est sensationnelle. C'est 1-0 à ce moment-là pour les Japonais. On est dans un 16e de finale. Les Brésiliens n'ont pas gagné de Coupe du Monde depuis maintenant plus de 24 ans. Ça fait depuis 2002 que les Brésiliens ne se sont pas gérés. C'est honteux, franchement. C'est le grand Brésil. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir le Brésil gagner en 2002. Il y a des boys, ils n'ont pas eu l'opportunité de voir le Brésil gagner dans leur vie. Moi, j'ai eu de la chance, même parce que c'est limite, en fait. Je pense qu'en 2002, j'ai quel âge? 11 ans ou 12 ans, je sais même plus, en fait, tu vois. C'est limite. Donc, tu sais ce qui s'est passé, tu vois. Donc, tu as vu ce qui s'est passé. Cependant, si tu regardes bien, il y a toute une génération qui n'a jamais vu l'équipe nationale du Brésil gagner. On les a jamais vus gagner. Les Brésiliens n'ont jamais gagné. Ils sont tout le temps dans la galère. Tout le temps, ils se font éliminer. Tout le temps, c'est les autres qui viennent et qui font des matchs de Brésiliens. Zidane en 2006, face au Brésil. Il fait le match de Brésilien. C'est lui le Brésilien sur le terrain face au Brésilien. Hazard, face au Brésil en 2018. C'est lui le Brésilien face au Brésilien. Donc du coup, les Allemands, ils sont méchants franchement. Face aux Brésiliens, au Brésil, ils leur mettent 7 buts. Donc du coup, c'est un Brésil qui, ces dernières Coupes du Monde, n'a vécu que échec sur échec sur échec.
Ils peuvent pas perdre face aux Japonais. La première mi-temps n'est pas bonne, elle est catastrophique de la part des Brésiliens. Casemiro est catastrophique, Paqueta est catastrophique. Ils sont tous mauvais en fait, en première mi-temps. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. En deuxième mi-temps, le jeu change complètement. Franchement, c'est le Brésil. C'est le Brésil, ça change complètement en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, tu as une équipe du Brésil qui change et j'ai envie de dire des fois le coup du sort, je ne sais pas. Un peu de baraka, ça peut aider et ça peut aider aussi quand un coach il est des fois un peu trop têtu. Il y a un joueur qui joue depuis le début de la compétition, c'est Paqueta. Je le trouve sincèrement, à mon humble avis, peu pertinent dans cette équipe-là quand tu as déjà Cunha, Vinicius et puis d'autres joueurs. Pourquoi? Parce qu'en première mi-temps, on le voit, tu as un Matheus Cunha qui dézone énormément pour toucher des ballons. Donc du coup, quand je parle d'un jeu brésilien très très dense et d'une équipe que ça arrange. Les Japonais jouent de manière resserrée, les Brésiliens jouent de manière dense. Au lieu d'utiliser la largeur, ils ne le font pas. Donc, du coup, ça arrange les Japonais. Les Japonais, ils se gèrent, ils claquent un but, ils font leur hold-up, ils essaient de tenir. En deuxième mi-temps, blessure de Paqueta, sortie de Paqueta, ils se gèrent. Ils se gèrent, le Ancelotti. Depuis le début de la compétition, on n'arrête pas de lui demander de le faire jouer. Il n'a peut-être pas forcément envie de le faire jouer, mais aujourd'hui, sa rentrée a été pertinente parce qu'elle a permis aujourd'hui de dilater le jeu. Ah ouais, ça a ouvert le jeu. C'est le boy Hendrick. Hendrick, il est rentré automatiquement, le jeu, il s'est ouvert en fait. Pourquoi? Parce que quand Hendrick il rentre, le Brésil passe maintenant avec un double pivot classique. Donc là, tu as Casemiro et Victor, comment il s'appelle Bruno, pardon, Guimaraes. Tu as Vini, tu as Cunha, tu as Ryan. Et là, tu as Hendrick. Ils sont obligés là d'ouvrir. Ils ne peuvent plus tous être à l'intérieur. Faut qu'il y en ait qui collent la ligne, faut qu'il y en ait qui soient un peu plus à l'intérieur. Et là, ça fatigue cette équipe du Japon-là. Et là, ça pose énormément de problèmes tactiques à cette équipe du Japon-là, qui jusqu'à présent était très solidaire, très condensée, très très dense et tout. Et là, tout à coup, elle se retrouve à devoir s'élargir, s'ouvrir un tout petit peu, parce qu'il faut colmater des brèches à gauche et à droite à cause des ailiers brésiliens. Et ça, là, ça change complètement le début de la rencontre. Je vais pas vous mentir, ça a pris 56e égalisation de Casemiro, il n'y a pas de problème, très bon ballon, deuxième poteau, il se rattrape de sa première mi-temps complètement ratée. Casemiro qui est là, qui à l'image de ce qu'il a fait cette saison à Manchester United où il a été énorme franchement. Aujourd'hui, pas bon en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, les Brésiliens jouent bien. Sincèrement, Casemiro, il se gère, il vient et il claque sa tête. Donc ça fait du bien pour les Brésiliens. Par la suite, ça leur a pris donc toute la mi-temps parce que Martinelli marque à la 95e minute pour offrir la victoire au Brésil 2-1. Mais je vais pas vous mentir, sincèrement, je tiens à saluer le gardien du Japon, Zion Suzuki, qui a été incroyable. Si Suzuki n'est pas dans les buts, les Japonais, normalement, à la 60e, le match, il est plié, c'est terminé. Les Brésiliens ont appris de leurs erreurs, ils se sont gérés, ils ont gagné le match 3-1 et c'est fini. Et puis, au revoir, basta, franchement. C'est parce que Suzuki, il est là et que Suzuki, il se gère. Arrêt sur arrêt de la part de Suzuki. Vini qui rentre, qui frappe, arrêt. C'est-à-dire que ça a été un excellent Suzuki qui, au-delà même d'avoir été très bon, au-delà de ça, il a aussi eu beaucoup de chance parce que souvent, il a été aidé aussi par son poteau et puis tout cela. Donc, du coup, franchement, ça a été, à mon humble avis, une belle équipe du Japon qui a joué au maximum de ses capacités aujourd'hui. En phase de poule, on l'avait déjà vu. C'était un peu compliqué. Tunisie, c'est la seule équipe qu'ils ont battue. C'était l'équipe peut-être la plus faible de la Coupe du Monde, possiblement, ou une des plus faibles. Le match nul, on l'a vu, je pense, face à la Suède et tout. Et je sais pas c'est qui l'autre équipe qu'ils avaient dans leur groupe. Les Japonais, ils avaient qui d'autre dans leur groupe? Ils avaient les Allemands, les Néerlandais. Donc, les Néerlandais, ils avaient réussi. On s'en rappelle, en fin de rencontre, à aller chercher ce hold-up là sur un coup de pied arrêté et tout. Donc c'est un Japon qui, malheureusement, je pense, était arrivé au maximum de ses capacités, franchement. Ils étaient les premiers à être qualifiés pour la Coupe du Monde il y a genre 1 an et demi. Et au moins, ils ne sont pas les premiers à partir. Ils se sont gérés, ils ont fait leur compétition. Malheureusement pour eux, ils sont tombés face au Brésil. Le Brésil, jusqu'à présent, n'avait pas encore eu de vrai adversaire à part le Maroc. Parce que l'Écosse et Haïti, tranquille, c'était trop facile pour les Brésiliens. Aujourd'hui, face aux Japonais, tactiquement parlant, les Japonais ont bien joué le jeu. En fait, c'est là où moi je respecte cette équipe du Japon-là, c'est parce que elle vient pas avec les joueurs les plus talentueux au monde. C'est pas les Brésiliens, c'est pas des noms qui te font rêver et tout cela, mais c'est des gars qui travaillent, c'est des gars qui ont un boulot en fait ensemble qui est très cohérent. Et ça se voit parce qu'aujourd'hui en première mi-temps, c'est tactiquement vraiment que les Japonais ont posé des problèmes aux Brésiliens, ce qui les a empêchés de dérouler leur jeu. Cependant, défendre en bloc bas pendant 60 ou
minutes face au Brésil ou même pendant 90 minutes face au Brésil, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'à un moment donné, ils vont trouver les failles. À un moment donné, tu auras ce manque de concentration et c'est ce qui s'est passé à la 95e minute. Tu as un Japon qui est ultra concentré, qui essaie de tenir et tout. Tu as Suzuki qui fait les arrêts. Il reste 1 minute. Tu penses que tu vas aller en prolongation et qu'est-ce qui se passe? Tu as ce petit ballon super de Guimarães. D'ailleurs, à ce titre, ça montre encore une fois à quel point tactiquement, quand à ce moment-là, tu n'as plus de Paqueta sur le terrain, tu n'as plus de Cunha qui dézone et puis tout, ben, tu as un Bruno, pardon, pourquoi je dis Victor à chaque fois? Excusez-moi. Tu as un Bruno Guimarães qui a lui l'opportunité de pouvoir se projeter. Et quand il se projette, il est dangereux. Il le fait à Newcastle en première ligue et puis tout cela. Il n'est pas obligé de rester devant la défense, surtout face à un bloc bas, face au Japon. Tu n'en as pas besoin. Casimiro seulement, ça te suffit. Donc du coup là, tu as Guimarães, il se projette tranquillement, il récupère ce ballon-là. Je pense que c'est un ballon perdu par les Japonais, malheureusement dans une zone où il ne faut pas perdre de ballon, à un moment où il ne faut pas perdre de ballon. Pourquoi? Parce que tes gars n'ont plus la concentration. Martinelli est positionné entre les deux défenseurs. Il n'y a personne pour le prendre. La passe, elle est sensationnelle parce qu'à ce moment-là, le gars est fatigué, il ne faut pas donner une passe trop compliquée, pas trop forte, pas trop truc. Tu vois, tu veux donner un bon ballon. C'est Martinelli en plus, tu vois. Il faut pas le stresser sur le contrôle. On ne sait jamais. Et là, Martinelli, il n'a pas été stressé, il s'est géré. Ce bandit, ce tocard d'Arsenal-là, me fait un contrôle incroyable. Il s'applique en plus, ça se voit, il ouvre son corps. La frappe, elle est magnifique. Et derrière, c'est but pour les Brésiliens. Victoire 2-1. Martinelli rentre dans la légende, il qualifie son équipe. Et les Brésiliens seront là en 8e de finale. Donc, hâte de voir ce que ça va donner pour le reste de la compétition pour cette équipe du Brésil-là, qui a l'ambition de gagner le titre. Il y a que ça. Le Brésil, ils s'en foutent de on a fait demi-finale, on a fait quart de finale, on a fait finale ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent gagner le titre. Ils doivent gagner le titre. Ancelotti est venu pour gagner le titre parce que ça fait 24 ans que le Brésil n'a pas gagné de titre. Donc voilà, ceci étant dit, prochain adversaire du Brésil éventuellement, ils vont croiser avec avec Côte d'Ivoire-Norvège, pardon. Je prends bien. Brésil-Côte d'Ivoire, match de gala. Ça promet, je sais pas. J'espère, en tout cas. Il ne faut pas enterrer les Norvégiens, évidemment. Je dis ça comme ça parce que j'aimerais que la Côte d'Ivoire passe. Ça m'arrangerait Odegaard au repos, machin, tout ça. Voilà. Nous, on a une saison à régler à Arsenal. Mais plus sérieusement, Côte d'Ivoire-Norvège, ça promet. Mais ouais, le vainqueur jouera face au Brésil. Donc, hâte de voir ce que ça donnera. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Southside.